Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Populaire. Nous sommes le 16 septembre, nous sommes avec François Coq et c'est le premier épisode de la deuxième saison de La Lumière au bout du tunnel avec notre analyste politique préféré, notre prof de maths préféré. Non, je t'ai plus. François Coq, non je t'ai plus, on va pas tout dire. On va regarder pour la suite de l'année et on a une année qui s'annonce rock'n'roll avec eh bien, l'Union européenne qui n'en finit pas de vouloir se fédéraliser, une crise politique qui ne finit pas d'enliser la France, avec un nouveau Premier ministre. Combien de temps tiendra-t-il? Est-ce qu'on aura un budget? Est-ce que l'on sera mis sous tutelle de Bruxelles? On aura énormément de sujets à voir tout au long de cette année, et puis bien sûr les effets géopolitiques de ce qui se passe dans le monde de manière accélérée. Il y a eu beaucoup d'événements. On a essayé de suivre ça cet été, beaucoup d'événements durant les mois de juillet et les mois d'août. Et donc, François, j'espère que tu as passé de bonnes vacances. C'est la rentrée est passée, on est prêt, on peut y aller? Voilà, les vacances c'est toujours bien et la rentrée c'est toujours douloureux. Ça dépend. Moi j'ai des enfants quand même, le retour, c'est un petit côté vacances quand les enfants partent à l'école le matin. Oui, c'est ça. C'est un petit peu de bien quand même. Après les avoir eu longtemps sur le dos, c'est toujours sympathique aussi, mais... Bon, écoute, on s'est retrouvés ici pour ce premier épisode de la deuxième saison de La Lumière au bout du tunnel. Pour parler, on va commencer à parler de Madame von der Leyen, qui a tenu ce 10 septembre, donc il y a quelques jours, son discours de State of the Union. C'est ça. Qui est la copie conforme du discours traditionnel du président des États-Unis. Alors, début d'année, State of the Union, quelle est la situation du pays à l'intérieur, à l'extérieur. Thank you very much, President Metsola. Merci beaucoup, Madame la Présidente Metsola. Honorable members. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Europe Messieurs les is in a députés, fight. l'Europe se bat. A fight for a continent that Elle is se bat whole pour and at peace, un continent intègre et en paix. free and Alors, ce qui est normal aux États-Unis, est un peu bizarre, non, quand même, dans cette Union européenne, qui n'est pas un État fédéral, encore, que je sache, à moins que cet été, les choses se soient faites en catimini, et elle n'est pas présidente d'un État européen. Qu'est-ce qui justifie ce discours de State of the Union calé sur celui de l'Amérique? Ah bah tu vas voir, il suffit de revenir à la genèse de ce qu'est ce discours sur l'état de l'Union au sein de l'Union européenne. Tu as rappelé que c'est un décalque du discours sur l'état de l'Union aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est une vieille tradition, ça date, je crois, de 1790 avec George Washington. Au début, c'était un discours qui était oral ou écrit, qui n'avait pas lieu tous les ans, et finalement, il a pris la forme qu'on connaît aux États-Unis depuis 1913, et il porte le nom de discours sur l'état de l'Union depuis 1947 aux États-Unis. Mais on n'avait pas ça au sein de l'Union européenne, pour la raison que tu évoques, c'est-à-dire le fait que nous ne sommes pas, l'Union européenne n'est pas un État fédéral, n'est pas une construction fédérale. Ce qui est important, c'est-à-dire que quand bien même certains voudraient aller aujourd'hui au sein de l'Union européenne vers un saut fédéral, les États-Unis sont un État fédéral à la base, qui s'est construit comme un État fédéral. Et je vous invite à regarder les différents exemples partout sur la planète où les États qui ont une structure fédérale fonctionnent. Ce sont ceux où la structure fédérale existe depuis le début, c'est-à-dire est consubstantielle de la création de l'État lui-même, alors que là, on essaie de faire, enfin on essaie, Madame von der Leyen et les siens essaient d'aller vers une Europe fédérale à partir de cadres d'États-nations préexistants, ce qui est une construction qui n'a jamais fonctionné, qui n'existe nulle part ailleurs sur la planète. Et je disais que c'était intéressant... Ça ne fonctionne pas très bien d'ailleurs. Et ça ne fonctionne pas très bien. Mais je disais qu'il était intéressant de regarder, puisqu'on a resitué ce qu'était le discours sur l'état de l'Union aux États-Unis, d'où vient le discours sur l'état de l'Union au sein de l'Union européenne. Parce que c'est pas si vieux que ça. Le premier discours sur l'état de l'Union ne date que de 2010, Monsieur Barroso à l'époque, celui qui passait chez Goldman Sachs après, si je ne dis pas de bêtises. Et pourquoi Monsieur... Oui, bien sûr, il pantoufle tranquillement. Mais pourquoi le discours sur l'état de l'Union a-t-il pu être tenu à partir de 2010? Parce que le discours sur l'état de l'Union est contenu dans le traité de Lisbonne qui avait été adopté l'année précédente en 2009, traité de Lisbonne, comme vous le savez, qui a réussi à faire avaliser tout ce que le traité constitutionnel européen n'avait pu faire, puisqu'il avait été rejeté, notamment par le peuple français. Donc voilà, ce discours sur l'état de l'Union, c'est typiquement, finalement, le prolongement
de ce grand moment, ce grand retour de la souveraineté populaire qui avait été contourné via le traité de Lisbonne. Déjà, ça, c'est le premier sujet d'alerte. Et puis, le deuxième sujet d'alerte sur le discours sur l'état de l'Union, c'est le fait que c'est la Commission, la présidente de la Commission, qui vient présenter ses orientations devant le Parlement. Voilà. Alors on a beau jeu de nous dire aujourd'hui que le Parlement a de plus en plus de pouvoir au sein de l'Union européenne. En réalité, c'est la présidente qui vient et qui assène la ligne qui va être la sienne et qu'elle entend dérouler pendant l'année, et la ligne qui cale avec il y a la programmation pluriannuelle. Il y a beaucoup de programmation pluriannuelle au sein de l'Union européenne. Et c'est pour ça que le discours de Madame von der Leyen ce 10 septembre était très important. Alors il est passé assez inaperçu, il faut bien le dire, parce que la veille, Israël avait tiré sur le Qatar, par exemple, parce que, bon, ça, c'est peut-être négligeable, mais M. Lecornu avait été nommé Premier ministre, un peu plus insignifiant. Mais toujours la manifestation bloquons tout en France. C'était le jour de la mobilisation bloquons tout, et c'était la veille de l'assassinat de Charlie Kirk. Donc imaginez quand même l'actualité et ce que pouvait représenter le discours de Mme von der Leyen. Pour autant, ça mérite, je crois, qu'on s'y arrête. Parce que elle a voulu franchir encore une étape, et l'étape qu'elle essaie de franchir aujourd'hui, ça consiste à ramener toujours plus de compétences dans les mains de la Commission. Je crois que c'est ça, le fil rouge qui était le sien. Elle a évoqué plusieurs thématiques, et comme on va le voir, finalement, elle a cherché à faire en sorte que toutes ces thématiques, ou en tout cas ce qui reste encore du domaine des États, reviennent en termes de compétences à la Commission. Oui, mais là, elle est en conformité avec ce qu'a demandé le Parlement européen lui-même, et certains votes dans des parlements nationaux, comme en France. En novembre 2023, quelque part au début de novembre 2023, il me semble, le Parlement européen souhaite étendre les pouvoirs de la Commission européenne pour qu'elle soit un pouvoir réellement exécutif, c'est les termes qu'ils utilisent, quasiment une présidence, un pouvoir exécutif, c'est quasi un quasi-État, une extension dans les domaines de la sécurité, des affaires étrangères, de la défense, le plus régalien du régalien qu'on puisse imaginer, et c'est là qu'il proposait qu'il n'y ait que la majorité qualifiée et pas la majorité absolue. On va y venir, parce que tout ça, on le retrouve dans ce discours. Justement. Donc et le 29 novembre 2023, c'est à l'Assemblée nationale qui a voté une résolution reprenant exactement ce que 2 semaines avant avait proposé le Parlement européen. Alors c'est pas une loi, c'est une résolution, mais cette résolution est votée un peu partout, l'équivalent dans les différentes assemblées nationales ou Parlement européen. Donc Mme von der Leyen, en fait, ne fait qu'appliquer ce que demandent les représentants du peuple. Oui, mais, enfin, non. Ce que fait Mme von der Leyen, c'est qu'elle voit bien qu'aujourd'hui, on est dans une situation de tension au sein de l'Union européenne, où certains veulent accompagner ce saut fédéraliste que tu évoques, et jusqu'au sein du Parlement européen, certains veulent aller vers ce saut fédéraliste, mais il y a aussi une tension qui s'exerce dans les différents États. Je pense notamment à l'Allemagne, qui n'est pas prête, elle, à aller vers toujours plus d'Union européenne pensée comme un cadre supranational. L'Allemagne veut rester et veut conserver non seulement la structure européenne telle qu'elle aujourd'hui, mais en réaffirmant au sein de celle-ci son leadership. Voilà. Donc, Madame von der Leyen, elle veut, dans cette situation un petit peu de fragmentation qu'on connaît aujourd'hui sur les différents sujets, vis-à-vis de l'Ukraine, vis-à-vis de la question énergétique, vis-à-vis des tarifs et du positionnement vis-à-vis de Donald Trump et des États-Unis, elle tente à nouveau une sorte de coup de force. Voilà. Elle dit, voyez, vous êtes divisés, ce que moi je vais vous donner, c'est la bonne ligne à suivre, et la seule qui peut faire autorité là-dedans, c'est la Commission, et en disant la Commission, elle dit, c'est moi, puisque tu le sais, elle se présente volontiers comme une présidente de l'Union européenne, et non pas simplement comme une présidente de la Commission. Elle voulait d'ailleurs mettre ça au vote dans la perspective des dernières élections européennes. D'ailleurs, elle le fait tout le temps, et tu as raison de souligner l'Allemagne. Durant le mois d'août, elle a dit qu'il faudrait que l'Union européenne déploie les troupes en Ukraine, et c'est le gouvernement de Merz, qui pourtant n'est pas moins belliciste, qui l'a tapé sur les doigts en disant que ce n'était pas son rôle, et qu'il n'y a pas d'armée européenne, elle n'a pas d'armée à déployer, c'est des États-nations qui déploient des armées. Donc même l'Allemagne a effectivement dû un peu la retoquer. Elle a été renvoyée dans C22, comme on dit au rugby, oui, très, très clairement là-dessus. Mais elle essaye. Mais elle essaye. Mais elle essaye d'autant plus que, tu évoques ça,
finalement, c'est le premier axe de son discours du 10 septembre. Elle a commencé par la question ukrainienne, parce qu'on connaît le tropisme qui est le sien, la dimension structurante qu'elle accorde au conflit russo-ukrainien. Je lis tranquillement, parce qu'on a vu que la constitution même de sa commission l'année dernière était faite en fonction de ce conflit. Oui. On avait déjà noté dans des épisodes précédents de La Lumière au bout du tunnel, j'avais détaillé un petit peu l'organigramme de la commission et la nationalité des commissaires qui détiennent les principaux portefeuilles là-dedans, et notamment ceux qui sont importants, en particulier des affaires étrangères. Les lignes de front d'un nouvel ordre mondial basé sur la force se dessinent en ce moment même. Donc oui, l'Europe doit se battre. Elle doit défendre sa place dans un monde où nombre de grandes puissances ont soit une attitude ambiguë, soit ouvertement hostile vis-à-vis de l'Europe. C'est un monde où règnent les ambitions et les guerres impérialistes. C'est un monde dans lequel les dépendances sont instrumentalisées sans pitié. Et c'est pour toutes ces raisons qu'une nouvelle Europe doit émerger. Donc, Madame von der Leyen a commencé par la question de l'Ukraine. Et elle a commencé sur un ton extrêmement martial. Je le dis tranquillement parce que j'entendais un spécialiste des questions de l'Union européenne qui avait fait un travail que moi je n'avais pas fait, qui a été de compter le nombre d'occurrences du terme Ukraine dans son discours, c'est 35 fois. Le nombre d'occurrences du terme guerre, c'est 22 fois, et combat, c'est 18 fois. Voilà. Et à côté, le terme paix a été employé 5 fois dans son discours. Donc on voit le ton qui est employé. Moi, j'avais pas noté ces occurrences, mais j'avais noté les termes qu'elle employait plus précisément. Madame von der Leyen nous disait, et je la cite, « L'Europe doit se battre. L'Europe aura-t-elle le courage de se battre ?» Voilà, elle reprenait cette ancienne pour finalement pour essayer de projeter l'Union européenne dans le combat et dans la guerre, puisque finalement c'est ça qui compte pour elle. Et on le voit, elle l'a fait de différentes manières. Elle a commencé par rappeler le rôle de l'Union européenne en soutien de l'Ukraine. Le message de Poutine est clair et notre réponse doit l'être tout autant. Nous devons faire davantage de pression sur la Russie pour l'amener à la table de négociation. Nous devons alourdir les sanctions. Nous travaillons actuellement aux 19 trains de sanctions en coordination avec nos partenaires. Nous étudions notamment les moyens d'éliminer plus rapidement les importations de combustibles fossiles. Nous posons la question de la flotte fantôme et celle des pays tiers. En parallèle, l'Ukraine doit bénéficier d'un soutien accru. Aucun contributeur n'a fait autant que l'Europe. À ce jour, notre aide militaire et financière atteint près de 170 milliards d'euros, mais il en faudra davantage. Elle se vante, elle se targue du fait que 170 milliards d'euros, ce sont les chiffres qu'elle donne, 170 milliards d'euros ont déjà été donnés par l'Union européenne à l'Ukraine. Elle a présenté le 19e paquet de sanctions qui va être appliqué à la Russie. Alors, bien sûr, vous savez comment marchent les paquets de sanctions. Le 19e est toujours extrêmement puissant, il va mettre à genoux l'Ukraine. On avait entendu ça pour le 18e paquet, et le 17e, qui lui-même était exceptionnel et allait tordre l'Ukraine. Ils l'ont pas mis au premier paquet. Voilà, mais voilà. Donc on en est au 19e, donc celui-là sera le paquet décisif, nous apprend-elle une fois de plus. Et par contre, elle va plus loin, elle nous dit qu'il va y avoir un nouveau programme qu'elle va appeler l'avantage militaire qualitatif. Alors ça va être un programme qui va viser à permettre des investissements en matériel militaire pour l'Ukraine. Finalement, ça rejoint, si j'ai bien compris un petit peu, ce qu'était le desiderata non plus simplement de Madame von der Leyen, mais de Monsieur Trump, qui là, lui... C'est un desiderata ordonné. Et qui est appliqué par certains déjà. Qui lui disait que il y aurait, et je parle là de ce qui s'est passé au cœur de l'été, qui disait que les Européens devraient prêter de l'argent et acheter du matériel militaire aux États-Unis pour que celui-ci soit transmis ensuite à l'Ukraine, que lui, bien sûr, en tant que président des États-Unis, les Américains ne donneraient pas du matériel, ne donneraient absolument rien gratuitement, mais que ce serait charge aux Européens de faire ces achats pour les transmettre ensuite à l'Ukraine. Et Madame von der Leyen, au cœur de l'été, avait dit et avait acté que 100 milliards d'euros seraient alloués à cet effet. Nous allons proposer un nouveau programme que nous appellerons
avantages militaires qualitatifs. Il soutiendra les investissements dans les capacités des forces armées ukrainiennes. Donc, voilà la dimension... Là, en plus, elle joue le jeu de ce que demande Donald Trump, ce que veut Donald Trump, c'est-à-dire Très exactement. redonner le bébé aux Européens, et puis s'il y a une défaite, que ce soit une défaite européenne, une défaite de von der Leyen, lui, il fournit les armes pour qu'il veut bien les utiliser. Et en même temps, je trouvais que son discours était effectivement très martial, un petit peu comme ça. Mais ça finit un peu en autre boudin quand même, parce que c'est toujours la même chose, il faudra déployer des troupes européennes, une fois que la paix ou le cessez-le-feu, je ne sais plus, sera obtenu, afin de protéger l'Ukraine. C'est-à-dire, donc c'est après un cessez-le-feu que les Russes refusent. Il ne faut pas, ils ne participent pas à la guerre, donc il ne faut pas de cessez-le-feu, il n'y aura pas de cessez-le-feu. Donc c'est une projection d'un déploiement un jour, peut-être, et un déploiement qui justement est le moteur qui pousse les Russes à faire la guerre, parce qu'ils ne veulent pas de troupes de l'OTAN en Ukraine. C'est la raison du début du conflit, donc ce sera la raison de la continuation. Donc, c'est pas vraiment une garantie pour l'Ukraine, parce que c'est après, et c'est un incitateur aux Russes pour aller continuer la guerre. Donc, c'est un petit peu... Même toi, excuse-moi, mais toi, tu raisonnes en matérialiste, voilà, en quelqu'un qui pense que les mots et les paroles sont faites pour déboucher derrière sur du concret. C'est pas l'objet de Madame von der Leyen. Elle a commencé par l'Ukraine, elle se positionne en un comme un chef de guerre. Mais en deux, j'étais en train de le développer, elle glisse sur la question de la défense. Au début de cette année, nous avons lancé le plan Readiness 2030, qui pourrait mobiliser jusqu'à 800 milliards d'euros d'investissement dans le domaine de la défense. Cela inclut le programme SAFE, désormais prêt à fournir 150 milliards d'euros pour des achats communs. 19 États membres ont déjà soumis une demande. Le programme est complètement souscrit. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Tu sais comme moi que la défense n'est pas une prérogative de l'Union européenne. Par contre, j'ai dit en introduction que Madame von der Leyen essaie de récupérer le maximum de compétences pour la Commission. Et c'est pour ça qu'en glissant sur les questions de défense, elle vient nous présenter le plan qui a déjà été adopté 2024-2029, qui est le plan Rearm Europe, c'est ça, je crois, le plan de 800 milliards d'euros qui est prévu. Mais dans ce plan, il y a une partie qui s'appelle SAFE, une partie de 150 milliards d'euros, c'est Security Action for Europe, et cette partie de 150 milliards d'euros, c'est des prêts qui vont être accordés par l'Union européenne aux différents États qui se coordonneraient pour acheter du matériel militaire ou autre. Donc, faisons cela. Madame von der Leyen est en train de reprendre la main sur les questions de défense. Et ce qu'elle est venue annoncer dans son discours sur l'état de l'Union le 10 septembre, c'est que ces 150 milliards d'euros disponibles pour des prêts d'achat de matériel militaire de manière conjointe et coordonnée, ça y est, ont tous trouvé preneur. C'est-à-dire que 19 États de l'Union européenne ont déjà dit oui, nous, on veut ce prêt de l'Union européenne pour acheter du matériel. Donc, ce faisant, elle reprend la main sur les questions de défense, quand bien même ce n'est pas une de ses compétences. Et elle va même plus loin, elle a introduit quelque chose qui est quand même assez formidable, qui est que elle a introduit, avec ce dispositif SAFE, le fait qu'il y aura une prééminence pour l'Ukraine. Ce qu'elle nous dit, c'est que, j'ai noté exactement les termes qui sont les siens, nous allons accorder une prime à ceux qui soutiennent l'Ukraine ou achètent du matériel ukrainien. Autrement dit, les différents pays, la France s'est engagée à prendre une part de ces prêts-là pour acheter du matériel, et ceux qui vont prendre de ce matériel pour l'utiliser pour l'Ukraine, pour le livrer à l'Ukraine, auront un avantage qualitatif et quantitatif. Mais tu sais comme moi qu'en droit européen, d'une manière générale, il ne peut pas y avoir de prééminence du droit national. Quand tu passes un marché public, en France, c'est bien l'un de nos problèmes. On ne peut pas dire qu'on préfère acheter d'abord les produits français et commander des produits français. C'est pas possible. Ben là, elle nous propose de faire ça, non pas à l'intérieur de l'Union européenne, mais pour un pays qui est en dehors de l'Union européenne. Voilà jusqu'où va l'action de Madame von der Leyen en même temps, en la matière. Que c'est pareil, c'est une politique des petits pas, même des grands pas. Eux considèrent que l'Ukraine est déjà dans l'Union européenne. Dans leur esprit, c'est comme si. Bah écoute, c'est très exactement la suite de son discours. Parce qu'une fois que Mme von der Leyen a dit ça,
qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous parle de l'élargissement de l'Union européenne. Une union plus vaste, plus forte, est une garantie de sécurité pour nous tous. Et parce que pour l'Ukraine, pour la Moldavie et pour les Balkans occidentaux, leur avenir est au sein de notre union. Faisons de la prochaine réunification de l'Europe une réalité. Sauf que l'élargissement de l'Union européenne, il a un nouveau nom dans la bouche de Mme von der Leyen, un mot qui n'est pas neutre et qui va tous vous interpeller, je pense. Elle parle de réunification de l'Union européenne. Réunification de l'Union européenne. On voit la connotation que ça peut avoir maintenant, combien on est, 36 ans après la chute du mur de Berlin. Ça a un sens très particulier. Elle précise très exactement, hein, pour la réunification de l'Union européenne, elle parle de l'Ukraine, elle parle de la Moldavie, et elle parle des pays des Balkans. Voilà. Donc voilà ceux qu'elle invite à rejoindre le plus rapidement possible dans des processus accélérés l'Union européenne. Et on est en train de boucler la boucle. On est parti de l'Ukraine, on a glissé sur les questions de défense, on arrive sur la réunification de l'Union européenne, c'est-à-dire la politique étrangère. Et que nous dit Mme von der Leyen? C'est que pour faire passer cela, il va falloir changer les règles du jeu au sein de l'Union européenne. Et on en vient à ce que tu évoquais, c'est-à-dire la question de la majorité qualifiée. Jusqu'à aujourd'hui, sur ces questions-là, les décisions se prennent bien évidemment à l'unanimité, mais Mme von der Leyen voudrait les faire glisser à la majorité qualifiée, c'est-à-dire à la majorité des 2 tiers, et elle n'y va pas avec le dos de la cuillère. La manière dont elle le dit, là encore, je la cite, elle dit « Nous devons passer à la majorité qualifiée dans certains domaines, par exemple, la politique étrangère, le moment est venu de nous libérer du carcan de l'unanimité. » It is time to break free from the shackles of anonymity. Du carcan de l'unanimité. The point is... Voilà. Donc sa feuille de route est extrêmement claire. Elle vise à reprendre totalement la main. Sauf qu'on n'est quand même pas là sur un petit enjeu. Hein. La question de la majorité qualifiée, la question de l'unanimité, nous autres Français, on est bien placés pour savoir quel est l'enjeu. Depuis 1966, le général de Gaulle, la politique de la chaise vide, qui était très exactement sur ce sujet-là. Et en plus sur les questions d'affaires étrangères. Encore une fois, j'ai du mal à voir qu'est-ce qui serait plus régalien. Ça veut dire qu'un État, la France par exemple, pourrait être engagé dans une aventure qui ne sert pas ses intérêts parce que d'autres États auraient décidé de le faire. Ouais. Ce qui pose problème. En tout cas, par rapport à ça, on a vu que tous les éditorialistes européistes d'Europe ont suivi le général von der Leyen et ont dit « Ah, c'est une bonne idée parce qu'on est bloqué par les fascistes comme Viktor Orban, qui empêche d'aider l'Ukraine. » La seule bonne nouvelle, c'est que pour passer de la majorité à l'unanimité, pour changer les règles du jeu, il faut l'unanimité. C'est la seule bonne nouvelle. Donc c'est un peu compliqué encore. Alors, mais moi j'ai trouvé quand même assez incroyable cette Madame Ursula von der Leyen. Elle avait quand même la patate, elle était combative, et puis elle avançait ses objectifs, alors que l'été a été plutôt terrible pour elle. Elle a, il me semble, un vote de défiance, ou presque. Alors elle l'a passé, mais elle a eu une sorte de vote de défiance au Parlement européen cet été. Et elle a de nouvelles motions de censure qui ont été déposées, qui sont devant elle. Voilà, 2 nouvelles motions de censure. Et puis elle a signé un accord de coopération dont on a déjà discuté, qui est en fait un accord de capitulation avec Donald Trump, qui lui est de plus en plus reproché par les plus européistes, y compris en France, en Allemagne. Et là, quand même, Madame von der Leyen, vous avez pris des décisions quand même pas très positives pour nous. Bon, tu raisonnes à l'envers, une fois encore. Madame von der Leyen l'a dit, et je la cite, elle a dit « Nous avons veillé à ce que l'Europe obtienne le meilleur accord possible avec les États-Unis. » Voilà, je ne sais pas de quoi tu parles. Madame von der Leyen l'a dit très clairement. Très bien. Eh bien oui, justement, tu parles de ça. En fait, si Madame von der Leyen va si bien, c'est qu'elle voit l'opportunité qui est la sienne d'élargir aujourd'hui le champ des possibles pour elle et pour la Commission. Je l'ai évoqué sur la question de la défense et sur la question de politique étrangère. Mais elle le fait aussi sur la question du marché intérieur, de la compétitivité et de la concurrence libre et non faussée. Et de ce point de vue-là, elle voudrait dépouiller les États-nations de ce qu'il leur reste comme maigre
protection disponible dans les domaines sociaux et économiques. Le FMI estime que les entraves intérieures qui subsistent au sein même du marché unique sont équivalentes à des droits de douane de 45% sur les biens et 110% sur les services. Qu'a dit Mme von der Leyen et qu'est le constat qu'elle fait? Elle nous dit le marché unique est inachevé aujourd'hui. Et chiffres à l'appui, elle explique que les barrières au sein du marché unique, au sein de l'Union européenne, sont équivalentes à, ce sont ces chiffres, à 45% de droits de douane sur les marchandises et à 110% sur les services. Donc ça, c'est pour les échanges de biens et de services au sein, entre pays de l'Union européenne. Et donc, elle dit, le marché unique n'est pas du tout réalisé, et donc il faut aller plus loin. Et donc, elle appelle à une nouvelle phase de libéralisation là-dessus. Et pour aller plus loin là-dessus, eh bien, elle ressort un certain nombre de thèmes qu'elle propose d'investir. Elle dit il y a 3 thèmes principaux, 3 domaines. Les 3 domaines qu'elle diagnostique, ce sont 1, la finance, 2, l'énergie, et 3, les télécommunications. Je propose de regarder les 2 premiers. La finance, elle le décline sur 2 axes. L'un, c'est l'épargne, et l'autre, ce sont les investissements. Épargne, investissement, tiens donc. Épargne, je rappelle le rapport Draghi sur la compétitivité, qui disait que les Européens épargnent trop. On avait eu le rouleau compresseur là, qui était venu nous dire que les Européens en général, et les Français en particulier, épargnaient trop. Draghi disait il y a 1390 milliards d'euros d'épargne par an du côté des Européens qu'il faut utiliser, lui proposer d'en récupérer 800 milliards d'euros d'épargne. Sauf que... récupérer. Je me souviens que Bruno Le Maire, qui venait de finir ses fonctions de ministre de l'économie, avait soutenu massivement cette idée et avait fait une vidéo qui était très très drôle. Il dit « Moi, d'habitude, je suis calme, mais là, je m'insurge. Il faut vraiment libérer l'épargne européenne. Le rapport Draghi a raison et je me battrai de toutes mes forces pour que cette épargne soit libérée. » Soit libérée. Libérée, parce que le bon terme ne serait pas apprécié par les... Mais on libère l'épargne. Pourquoi? Pour faire des investissements. Oh tiens, tu parlais de ce qui s'est passé cet été avec les États-Unis. Il n'y a pas 600 milliards d'euros d'investissements sur les 3 prochaines années qui sont censés glisser de l'Europe vers les États-Unis. Autrement dit, Mme von der Leyen propose de faire les poches des Européens pour faire glisser ça côté américain. Les choses se tiennent et s'emboîtent à la perfection jusque dans les chiffres qui sont donnés. Donc voilà. Heureusement que c'est pas un agent de Moscou, que c'est juste un agent de Washington. C'est ça. Qu'est-ce que ça serait? Donc voilà le premier domaine sur lequel veut intervenir Mme von der Leyen. Le deuxième, j'ai dit, c'est la question de l'énergie. Alors là, Madame. On rappelle, elle a aussi signé. On y vient. Un tel accord qu'en fait les experts, on avait discuté déjà, les experts disent que. Oui, c'est pas possible, c'est pas faisable. 750 milliards pour 3 ans. D'un côté comme de l'autre, tant du côté européen que du côté américain. Là encore, matériellement, c'est pas faisable, mais elle a signé pour 750 milliards d'euros d'achat d'énergie de l'Union européenne vis-à-vis des États-Unis, là encore, sur les 3 prochaines années, c'est-à-dire 250 milliards d'euros par an. Mais rien ne l'effraie, Madame von der Leyen, et le propre de ces gens-là, c'est que ça ose tout. Là encore, elle nous dit, nous sommes maintenant sur la voie de l'indépendance énergétique. Donc on est quelques semaines après avoir signé cet accord avec les États-Unis. Mais comme le prisme qui est le sien la pousse à se tourner exclusivement vers l'Est, elle nous dit, il est temps de s'affranchir de la dépendance à l'égard des combustibles fossiles russes polluants. Nous savons ce qui fait augmenter les prix. C'est notre dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles russes. Il est donc temps de s'affranchir de cette dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles russes. Mais là encore, on avait entendu quelques jours auparavant le président américain, M. Trump, en train d'expliquer qu'il voudrait bien faire des concessions à l'Union européenne, uniquement dès lors qu'elle cesserait totalement de s'approvisionner en pétrole russe, puisque certains pays, je pense notamment à la Hongrie par exemple, bénéficient encore d'un gazoduc en fonctionnement plus ou moins, puisqu'il est souvent attaqué. L'Ukraine bénéficie du gazoduc russe, puisqu'elle s'alimente en gaz russe.
Bon, logique. L'Ukraine n'est pas l'Union européenne, mais en tout cas, la pression vient de Donald Trump et le paradigme qui est présenté par Madame von der Leyen est très exactement le même en la matière. Et avec les 750 milliards d'euros qu'on rappelait tout à l'heure, elle a beau jeu aujourd'hui de nous dire qu'il faut sortir de la dépendance russe, alors qu'elle s'est elle-même mise totalement dans les mains des Américains sur le sujet. Une remarque réaliste, encore, c'est pas possible. Tous les experts en énergie, en hydrocarbures disent ça n'est pas possible. D'ailleurs, c'est peut-être la raison pour laquelle Donald Trump exige cela des Européens, pour lui-même faire de nouvelles sanctions contre la Russie, parce qu'il sait que ce n'est pas possible. L'Union européenne augmente d'année en année, sur les 3 dernières années, ses achats de gaz liquéfié russe, et en fait, achète énormément de pétrole, même si c'est indirectement, par exemple, par l'Inde, ou du gaz, si c'est par l'Azerbaïdjan, encore la Russie. Coupé totalement, enfin, absurde. Je suis d'accord avec toi que c'est un moyen de pression. C'est aussi un moyen de pression sur les prix des Européens. C'est-à-dire sur le fait que les Européens achèteront dans ce cas-là plus cher pour tirer à la hausse les prix d'achat d'énergie américaine par les Européens. Je crois qu'ils le voient aussi comme ça. Donc on voit quand même que... Ça donc les intérêts des Russes parce qu'ils vendront plus cher leur pétrole. C'est absurde. Hein. C'est supposé limiter les capacités d'effort de guerre de la Russie. Ah oui. Bon, voilà en tout cas comment elle prévoit de libéraliser ça. Enfin, vas-y, dis ce que tu as noté, parce que moi, il me reste un dernier point qui m'a chafouiné. C'est juste que moi, j'avais noté le mot stabiliser. Parce qu'elle a dit qu'elle assumait l'accord avec les États-Unis afin de stabiliser la relation transatlantique. Alors, moi, j'ai l'impression, qu'est-ce que tu en penses, que c'est là une manière de dire que les États-Unis risquent de partir, les amis. On va être coincés sans l'OTAN. Donc, on est obligé d'accepter ça. J'ai sauvé l'Alliance Atlantique. Il y a peut-être de ça. Il y a le fait qu'effectivement, il fallait donner des gages, mais là, pour le coup, c'est plus que des gages qu'elle a donné en la matière. Il y a le fait qu'elle voit quand même, j'imagine, le déclassement qui est celui de l'Union européenne, à la fois sur la scène internationale et géopolitique, mais aussi sur la scène économique, qui est quand même l'Union européenne de plus en plus prise en étau. Et donc, je crois qu'elle a eu peur au cœur de l'été d'une grande tempête financière qui pourrait balayer le continent. Voilà. Donc quand elle dit stabiliser, je crois que ça veut dire les deux. Je crois que tu as raison quand elle dit ça veut dire stabiliser l'arrimage de l'Union européenne auprès des États-Unis, essayer de maintenir coûte que coûte les cadres existants, quand bien même ils sont de moins en moins opérants et quand bien même on a de moins en moins de prise dessus. Et puis, ça veut dire sauver les meubles aussi, quoi, d'une certaine manière. Voilà. Je crois qu'il y a un peu tout ça dans le langage de Mme von der Leyen. Elle menace toujours. Hein. Ah, elle menace toujours, mais au cœur de l'été, quand on était au cœur des négociations avec les États-Unis, il y a quand même eu, je crois, une grande peur qui s'est installée dans les différents milieux. Et je crois que Gertrude, c'est bien pour la grande peur. Voilà, c'est très bien, c'était au bon moment, ça cadrait parfaitement. Et puis elle sait qu'elle va devoir jouer sur ce levier pendant encore un certain temps, parce que Monsieur Trump, lui, joue quand même beaucoup plus sur la durée. On a tous vu ce qu'il a raconté, par exemple, sur l'industrie pharmaceutique. Il menace d'augmenter les droits de douane énormément, allant jusqu'à même peut-être 200%. Mais il dit que pour l'instant, il s'apprête à les augmenter, mais que les uns et les autres ont 1 an pour faire leurs preuves, le temps que un comité Théodule expertise. Bon, globalement, le temps que les grandes entreprises et les grandes multinationales fassent le pas pour commencer à se rapatrier aux États-Unis. Et il leur dit, voilà, si vous le faites dans les 12 ou 15 ou 18 mois qui viennent, vous passerez tranquillement la porte. Si vous allez au-delà, on verra ce qu'on va vous infliger. Donc c'est une bataille aussi sur la longue durée. Il y a les moments de cristallisation comme celui qu'on a connu cet été, mais il y a aussi derrière l'effet de souffle qu'on va connaître, qui va peut-être être moins visible, mais qui va être beaucoup plus pernicieux dans les mois qui viennent, où je pense que dans les 2 ans qui viennent, je crains en tout cas que beaucoup de grandes entreprises, européennes et françaises en particulier, ne fassent le choix de se délocaliser pour partie aux États-Unis. Voilà, pour plein de raisons, mais pour les raisons concrètes du prix de l'énergie, mais pour le fait aussi puisque c'était le but de recréer des chaînes de valeur aux États-Unis, pour le fait d'éviter aussi les droits de douane. Voilà. Et en plus,
En plus de tout ça, Gene Evans, quand il était venu à Munich, pendant un bout de temps, en décembre dernier, la conférence sur la sécurité, il avait son petit carnet où il rencontrait les grands patrons en leur promettant des dégrèvements fiscaux. Énergie, plus pas de taxes douanières, plus à l'installation, on vous fait 1 an, 2 ans avec moitié moins d'impôts. Je ne sais pas quelles sont les propositions qu'ils ont faites, mais un capitaliste normal, quand même, on calcule un petit peu, il se dit bon. Oui, le gros temps est devant nous. Et sur ces processus de libéralisation, je voulais dire un dernier mot sur quelque chose qui est finalement une marotte de tous ces gens-là, de tous ces libéraux de l'Union européenne. Elle propose, Madame von der Leyen, de libéraliser aussi, au-delà des 3 domaines que j'ai évoqués, à la fois ce qu'elle appelle le 28e régime. Bon, ça, c'est un petit peu toujours la même chose, c'est des accords qui peuvent passer différents pays entre eux, mais elle nous parle d'une 5e liberté. Et elle dit la 5e liberté en matière de connaissance et d'innovation. C'est la raison pour laquelle nous présenterons une feuille de route pour le marché unique à l'horizon 2028. Les capitaux, les services, l'énergie, les télécommunications, le 28e régime et le 5e domaine, liberté en matière de connaissance et d'innovation. Sauf que ça, connaissance, innovation, il faut absolument mettre ça en relation avec quelque chose qu'on a connu au début des années 2000, c'était l'agenda 2000 de Lisbonne pour la connaissance. C'est quelque chose qui visait à libéraliser tout le secteur, notamment de l'éducation, qui à l'époque était estimé à plus de 2000 milliards d'euros. Eh bien, il y avait tout un agenda qui avait été prévu par l'Union européenne, qui visait à mettre en place ce qui a été mis en place chez nous, c'est-à-dire le passage des qualifications, des diplômes aux compétences, le fait de mettre en place un socle minimal, ce qu'on appelle dans l'éducation nationale aujourd'hui le socle commun de compétences et de connaissances, blablabla, je ne sais pas quoi. Bref, tout ça, ce sont les desiderata des libéraux qui l'avaient théorisé pour que ensuite les élèves et les familles puissent, moyennant finances et moyennant patrimoine socio-culturel, aller compenser et ajouter, faire de la valeur ajoutée éducative à tout cela. Donc c'est cet agenda-là, finalement, qui est en train d'être remis sur la table pour faire main basse sur les questions d'éducation et aujourd'hui beaucoup plus largement de connaissances. Madame von der Leyen ne s'en est pas cachée dans son discours sur l'état de l'Union. Donc on voit quand même que elle veut récupérer beaucoup de choses dans sa besace. Sauf que, on a commencé par ça, elle sent bien que ça tangue et qu'il y a des réticences, à la fois des réticences de certains États. On a évoqué l'Allemagne, c'est sûr, ça c'est pas Monsieur Macron et sa souveraineté européenne qui vont faire barrage au plan de Madame von der Leyen, mais il y a aussi des réticences, bien évidemment, au sein des peuples. Et Madame von der Leyen est pas aveugle, je pense qu'elle n'est pas aveugle, mais qu'elle ne veut pas le voir, en tout cas qu'elle essaie de le masquer. Elle voit bien que le phénomène de démocratie minoritaire qui frappe quasiment tous les pays de l'Union européenne aujourd'hui, qui fait que les gouvernements sont issus de parlements où ils n'ont même pas la majorité au sein des coalitions qui sont en train de former. Donc typiquement la France aujourd'hui, mais c'est le cas également partout ailleurs. Eh bien, cet état de fait est en train de se propager jusqu'au sein du Parlement européen. J'avais déjà analysé ici le fait que la majorité de Mme von der Leyen représentait plus de 60% aux élections européennes de 2019. Elle est aujourd'hui à 54%. Elle s'est enrichie des amis de M. Zemmour et du groupe ECR au Parlement européen. Donc elle voit bien que cette majorité est en train de s'effriter. Et donc elle voit bien qu'il faut essayer de reprendre la main sur les peuples européens. Et donc elle a toujours un discours, c'est-à-dire c'est très orwellien, elle se réaccapare, elle se réapproprie les mots pour essayer de faire en sorte que la démocratie, finalement, soit la détentrice, la porteuse de projet de la démocratie. Et pour ça, elle a inventé un nouvel artifice. Alors on connaissait déjà le bouclier européen de la démocratie, qui est un truc qu'elle a mis en place en 2024, de 2024 à 2029, il y a la mise en place de ça. Ce sont des... D'ailleurs, je fais remarquer qu'il y a une pseudo-consultation populaire qui a eu lieu là-dessus. C'est ça, c'est lui. Présidé par Madame Nathalie Loiseau, c'est 33 eurodéputés dans cette commission, et c'est Madame Loiseau, l'inénarrable, qui est à sa tête. Et ce bouclier européen de la démocratie vise à lutter contre
ce sont les termes qui sont employés. Lutter contre les manipulations de l'information, lutter contre la désinformation, lutter contre les ingérences étrangères et même faire de l'éducation aux médias. Donc voilà, imaginez ce que ça représente. Donc ça, c'est en place depuis l'année dernière. Sur von der Leyen, bah écoute, Madame von der Leyen, elle, loin de la censure. Hein. elle veut aller plus loin. Elle trouve que c'est pas suffisant. Donc elle nous rajoute encore au sein de ce... c'est l'esclavage. Voilà. J'ai lu un livre à ce sujet, je dois le savoir. Donc elle nous rajoute au sein de ce bouclier, écoutez bien les termes, ça, on dirait du Macron dans le texte, un centre européen pour la résilience démocratique. La résilience démocratique. Nous allons donc mettre sur pied un nouveau centre européen pour la résilience démocratique. Cette initiative permettra de réunir toute l'expertise et toutes les capacités des États membres et des pays voisins. Il semble que vous craignez ce nouveau centre. Alors, qu'est-ce qu'il y a là derrière? Ah ben, j'en sais foutre rien, je suis désolé, parce que Mme von der Leyen, elle n'a pas expliqué ce que c'était ce truc-là. Donc, je suis pas sûr qu'elle sache elle-même ce que c'est. On ne sait pas quel sera son statut légal. Centre européen pour la résilience démocratique, ça sonne déjà comme un truc un peu dictatorial. Ouais, ça, rien que quand elle prononce le terme, déjà, t'as senti le truc se refermer sur toi immédiatement. Ouais. Mais bon, tu sais pas quel est le statut légal de ce truc-là, tu sais pas quel est son budget, tu sais pas si ça va être un nouvel organisme européen ou si ça va être un réseau d'organismes dans les différents pays. Bon, bref. Mais en tout cas, le mot est posé. Ça ne ressemblerait pas à l'Eurogroupe qui a été créé comme ça, ex nihilo, au moment de la crise. Mais le problème, c'est que s'il a les mêmes effets délétères et la même puissance de feu que l'Eurogroupe, on est mal parti. Ah oui. On est mal parti. Donc c'est pour ça qu'il faut s'en méfier dès aujourd'hui. Il faut d'autant plus s'en méfier dès aujourd'hui que Madame von der Leyen, elle a donné le bout du chemin dans cette phrase absolument incroyable. Elle a dit: nous sommes prêts à renforcer la majorité démocratique pro-européenne, donc une majorité que j'ai appelée tout à l'heure à relativiser de plus en plus, à la fois au sein des États, mais même au sein du Parlement européen. Donc nous sommes prêts à renforcer la majorité démocratique pro-européenne, car c'est la seule qui puisse répondre aux attentes des Européens. Je suis ici, le collège entier est avec moi pour atteindre cet objectif avec vous. Nous sommes prêts à renforcer la majorité démocratique pro-européenne. C'est la seule majorité qui puisse répondre aux attentes des Européens. Il y a du Thatcher là-dedans. C'est Tina, there is no alternative. Très exactement. Voilà ce que nous dit d'un côté Madame von der Leyen. Elle nous dit: il n'y a pas le choix, il n'y a qu'une seule perspective, c'est la nôtre. Et à côté, elle met des outils de contrôle démocratique pour surveiller tous les autres, en réalité. Un Volk, une Europe, une démocratie. Un peuple... C'est pas mal quand même pour un seul discours sur l'état de l'Union, tu vois. Ah oui, je pensais que je trouvais la patate quand même. Envoyer du bois, tiens. Ouais. Elle a été loin. Elle était forte. Elle a été très loin. Voilà. Alors, c'est passé un peu inaperçu, mais peu importe. Les actes, les mots ont été posés et les actes seront posés dans la foulée. C'est bien qu'on en parle, parce que comme tu l'as très bien dit, c'est arrivé le moment de tout un tas d'événements qui ont un peu paralysé la visibilité. Alors, il y a une chose quand même qui m'a un petit peu étonné. C'est un mouvement général dans l'Union européenne. La Belgique a reconnu l'État de Palestine et ouvert des sanctions contre Israël. C'est le cas de l'Espagne. Emmanuel Macron dit qu'il va le faire à la tribune de l'ONU, reconnaître la Palestine. Bon, on verra. Là, elle a quand même dit qu'elle a proposé de geler les accords Israël-UE. Oui. Alors que quand le conflit a commencé, elle a dit soutien inconditionnel de l'Union européenne, pareil, sans consultation aucune avec que ce soit. Donc une sorte de transition, et de sanctionner les ministres colons extrémistes, et suspendre certains fonds bilatéraux. Là, on a un changement quand même. Alors, est-ce que c'est sur pression des États membres ? Je pense qu'aujourd'hui, elle voit que le poids des opinions publiques, et puis elle sent quand même un vent de l'histoire qui est en train de tourner. Quand même, aujourd'hui même, l'ONU a employé des mots extrêmement durs et a employé le terme de génocide pour... Aujourd'hui, elle commence l'offensive au sol. Oui, sur la ville de Gaza. Israélienne sur la ville de Gaza, où il ne reste plus grand-chose. Voilà, et l'ONU a prononcé les termes qu'elle n'avait pas prononcés jusque-là. Donc, Madame von der Leyen a quand même un peu de sens politique et c'est... quand il faut être ou pas du bon côté du manche. Voilà. Elle a tenté au début
de se positionner dans un soutien inconditionnel, c'était les termes qui étaient les siens, tu l'as rappelé, elle s'est précipitée d'ailleurs à Tel Aviv dès le début, dès l'après 7 octobre. Les diplomaties et les diplomates européens en étaient restés un peu pantois quand même de la voir agir de la sorte. Depuis, elle avait été un petit peu tensée quand même malgré tout pour ça, et aujourd'hui elle voit l'onde de choc que cela suscite, donc je pense quand même qu'elle fait un peu profil bas en la matière. Voilà pour ce discours sur l'état de l'Union de l'année 2010, de l'année 2025. Rendez-vous dans un an pour le prochain. Je pense que la pente qui est prise ne changera pas si on ne la fait pas dérailler. Voilà, soyons clairs. On a l'impression que les choses sont un peu paralysées à Bruxelles quand on regarde de loin. C'est se tromper sur la nature de ce que sont les institutions européennes, qui ont un agenda et qui avancent pas à pas, méthodiquement, qui ne se disent pas, à part sur des points très particuliers, comme on vient de l'évoquer sur Israël, finalement il faut s'adapter aux circonstances. Non, il faut adapter les circonstances en fonction de ce qu'on est en train de faire. Voilà, il faut se saisir des circonstances pour pouvoir progresser. C'est ce qu'a essayé de faire Madame von der Leyen avec ce discours sur l'état de l'Union 2025. Alors pendant ce temps, le Cornu, précédent ministre de la Défense, a été nommé Premier ministre. C'est très très proche d'Emmanuel Macron, zélote, si on veut. Et il essaie de surnager dans cette crise politique et de faire un gouvernement en discutant avec les uns et les autres. Mais tout ce que tu décris, ce qui se passe à l'Union européenne, les décisions qui ont été prises, les accords passés avec les États-Unis augurent d'un désastre industriel encore plus aggravé que ce qu'il n'est, parce que cet été, malheureusement, nous avions la chance d'être en vacances, mais d'autres ont perdu leur travail. Il y a quand même beaucoup de travailleurs français l'ont perdu, puisque un certain nombre un record de PME ont mis la clé sous la porte, ont fait faillite. S'il y a des délocalisations vers les États-Unis, ce qui risque d'arriver, vu comment tu l'as décrit, que va faire ce pauvre Cornu? Parce qu'on a un problème de production dans ce pays. Pas juste que taxer à l'infini et réduire les dépenses publiques. Quel avenir pour lui? Et est-ce que la France décide encore quoi que ce soit de son destin? Je crois que l'avenir de M. Le Cornu est même plus lié aux vraies questions, aux questions du réel, aux questions de l'emploi, des perspectives économiques. C'est-à-dire que M. Le Cornu est au milieu d'un marigot politico-politicien et qui se débat là-dedans, qu'il n'y a pas d'issue, et que finalement, il ne voit pas la lumière du jour. Peu importe aujourd'hui que la croissance ait été réévaluée d'un 10e de point. Alors tu me diras, elle est toujours à moitié moins que la croissance moyenne de l'Union européenne prévue pour 2025, et elle est quasiment le quart de ce que va être la croissance d'un pays comme l'Espagne, par exemple. Mais et puis ça, 2 fois inférieur à ce qu'il faudrait pour commencer à... Mais qu'il y aurait une embellie aujourd'hui du point de vue de l'économie et du social, ça serait bien pour les Français. Mais je ne suis même pas sûr que ça puisse sauver un Le Cornu ou un autre, parce qu'on est dans un système institutionnel qui est paralysé, mais structurellement paralysé. C'est-à-dire que ce n'est pas juste des petites contingences. À un moment donné, il faut arrêter. Ce n'est pas juste Mélenchon, il n'est pas sympa, Marine Le Pen, elle a juste ses affaires judiciaires, et Olivier Faure, il a envie d'aller à Matignon. Voilà. Ce qu'on décrit depuis un certain temps, qui est la démocratie minoritaire, c'est l'effacement, à un moment donné, de l'hégémonie du bloc élitaire, de ce consensus élitaire qui avait été réalisé avec les classes moyennes supérieures, même si tout ça est une qualification assez imprécise. Et c'est ça qui est en train de se désagréger et qu'on retrouve aujourd'hui dans les urnes avec la fragmentation. Mais qui est une fragmentation en conscience de la part des gens. Donc aujourd'hui, on peut prendre le sujet comme on veut, et soit Monsieur Le Cornu tente d'aller au bout, de faire un budget, de mener une politique, et il sera immanquablement
censuré, il tombera, soit on va à la dissolution en l'état, mais elle reproduira les mêmes résultats, peu ou prou, qu'aux dernières élections législatives, soit on va immédiatement à l'élection présidentielle, mais on aura là encore exactement le même résultat que les fois précédentes, c'est-à-dire que tant qu'on reste sur des cartes politiques qui sont figées, qu'il n'y a pas de nouvelle offre électorale, on ne changera pas les choses. On ne changera pas les choses, on n'aura pas d'autres résultats. Enfin, c'est quand même finalement le principe des libéraux de Jean-Baptiste Say qui a été adapté à la politique. Celui-là disait l'offre crée sa propre demande. Ben, il y a plein de gens qui croient ça sur la scène politique, ils le croient tous d'ailleurs. Ils croient que l'offre politique qu'il propose correspond et que la demande, les citoyens vont s'adapter à cette offre politique pour venir les porter au pouvoir. Ben non, moi j'ai toujours cru que la politique c'était autre chose, qu'il fallait une offre qui soit en résonance et qui soit adaptée aux demandes populaires. Enfin, toute la construction des Lumières, en tout cas celle à laquelle moi je crois, toute la construction à partir de la volonté populaire, qui elle-même définit l'intérêt général, enfin tout ce que Rousseau nous a enseigné. Tout ça a peut-être un certain sens, et c'est tout ça qui a été passé par pertes et profits. Donc je crois qu'il n'y a pas d'issue de ce point de vue-là pour Monsieur Lecornu. Il y a d'autant moins d'issue qu'on est toujours qu'on continue à s'enfoncer en fait. On continue à s'enfoncer et à se fragmenter. Je suis parti du fait que le champ politique était fragmenté. Mais il faut bien noter que au soir de l'annonce par Monsieur Bayrou du vote de confiance qui a eu lieu le 8 septembre, c'est ça je crois Le 8 septembre, c'est ça. Le 8 septembre, eh bien, il y a eu 15 jours qui se sont écoulés. On a vu le champ politique qui continuait à se fragmenter. C'est-à-dire qu'il se fragmentait au sein des blocs. Les partis au sein des blocs n'étaient plus d'accord entre eux, mais ils continuent à se fragmenter au sein même des partis, où il commençait à y avoir des dissidences. On l'a vu même jusque dans le parti de M. Bayrou, il y a même eu des dissidents au sein du MoDem, il faut imaginer le truc. Le Premier ministre, il est issu du MoDem, il demande un vote de confiance, ils sont 36 députés, et il y en a qui commencent à s'opposer à lui. Mais on l'avait vu aussi au sein de LR, avec les batailles entre Wauquiez et Retailleau, on l'a vu bien sûr au sein du Parti socialiste. Donc, la désagrégation a frappé plus encore à partir de l'annonce du vote de confiance. Et la désagrégation, c'est au-delà du vote de confiance et depuis la nomination de Monsieur Lecornu, c'est translaté dans le champ de la société elle-même. C'est-à-dire que les miettements et les colères continuent à gagner toujours plus de secteurs qui jusque-là se faisaient face. On a vu la mobilisation Bloc-on-Tout du 10, il y a une mobilisation le 18 septembre beaucoup plus traditionnelle encore que le 10 a eu bien de la peine à élargir après qu'il ait été repris en main par certains. Mais le 18, une mobilisation beaucoup plus traditionnelle à l'appel des syndicats, mais on a vu des appels poindre pour des mobilisations des agriculteurs d'ici la fin du mois, y compris les patrons qui menacent de se mobiliser. Autrement dit, le cycle court électoral que nous connaissons là conduit à encore plus de fracturation, à la fois sur la scène politique et à la fois dans la société. C'est la grande pagaille, et de tout ça, à un moment donné, on ne va pas pouvoir faire l'économie de se dire « il faut en sortir ». Il faut en sortir. Je ne vois pas de quelle carte dispose encore M. Macron aujourd'hui. La seule respiration qui lui est donnée, c'est ceux qui refusent la censure a priori de M. Lecornu. Voilà. Les choses auraient pu être réglées. M. Lecornu aurait pu être battu immédiatement si, de la même manière que certains se sont prononcés pour battre M. Bayrou, certains avaient dit, M. Lecornu, il n'y a pas de raison a priori d'attendre de voir ce qu'il va donner. Il était dans tous les précédents gouvernements, il est un fidèle du chef de l'État. La nomination même de M. Lecornu et le fait que M. Macron continue à vouloir avoir un pied à l'Élysée et l'autre à Matignon. Et donc, il y aurait eu un signal qui aurait pu être envoyé. Il faut reconnaître à LFI le fait de l'avoir porté. Il faut reconnaître à la fois au Parti socialiste et au Rassemblement national le fait qu'ils se sont échappés et qu'ils ont fait un refus d'obstacle en la matière. En cela, ils en sont quasiment réduits au stade d'un François Hollande qui dit « Retenez-moi ou je fais un malheur, la prochaine fois, il faudra qu'il y ait dissolution ». Mais tous ces gens-là vont payer le prix de leur mauvais choix. On ne peut pas impunément adopter des mots d'ordre et des stratégies politiques qui
ne sont pas en phase avec l'aspiration réelle des Français. Je le dis parce que j'ai entendu dimanche dernier, dimanche 14 septembre, le discours de Madame Le Pen à Bordeaux. Elle faisait un discours pour sa rentrée. Le gouvernement de Cornu va tomber dans les semaines qui viennent. Oui, mais elle peut dire ça, Madame Le Pen. Mais en disant ça, devant une salle qui lui est acquise pour sa rentrée politique, des gens qui espèrent la porter à l'Élysée, elle essaie de faire avaliser par tous le mot dissolution. Et elle dit, il faudra qu'il y ait dissolution, comme tu le rappelles. Mais j'ai regardé attentivement ce qui se passait. Elle dit, il faut qu'il y ait dissolution, et la salle se met à scander Macron démission. Au même moment. Ça veut dire qu'il y a un hiatus là. Ça veut dire qu'il y a un hiatus entre les mots d'ordre des politiques. Je prends Madame Le Pen dans la circonstance, mais c'est valable pour d'autres. Il y a un hiatus entre les mots d'ordre des politiques et l'aspiration réelle des Français et la manière dont les représentations qu'on se fait pour sortir de la situation. Mélenchon est phrase. Avec le mot d'ordre destitution. Il veut une destitution de... Ah, mais ça n'a rien à voir, la destitution et la démission. La destitution, c'est un mot d'ordre institutionnel qui viserait à faire tomber M. Macron par le Parlement. Et je te parlais de matérialité tout à l'heure. Pardon, mais la destitution n'a aucune matérialité. Il faut les 2/3 de l'Assemblée nationale. Il faut que sur les mêmes bases, les 2/3 du Sénat votent pour la destitution et les 2/3 du Congrès. Voilà. Non, mais peut-être que c'est comme von der Leyen. Il surfe sur Macron, il doit partir. Et c'est ce qui est sûrement entendu, plus que pour d'autres politiques. C'est entendu. En fait, c'est-à-dire que les gens disent « Oui, Macron ne démissionnera jamais de lui-même, il faut qu'on le fasse partir. » Et bien évidemment, on préférerait tous, en tout cas, on serait nombreux à apprécier l'idée même de le chasser. Mais la réalité, c'est que c'est pas possible. Il n'y a qu'un rapport de force politique. Et aujourd'hui, mais on en revient à la base du problème. Où est le rapport de force en politique aujourd'hui dans notre pays? Est-ce qu'on est en capacité d'établir ce rapport de force dans le champ institutionnel? Ou est-ce qu'on est capable, potentiellement, d'établir ce rapport de force dans le pays réel? Voilà. Moi, je ne sais pas si on est capable de l'établir dans le pays réel. Et de ce point de vue, le 10 septembre et le mouvement Bloquons tout n'est pas une bonne nouvelle. Voilà. Mais par contre, ce que je sais, c'est qu'on n'est pas capable, comme ça, à froid, aujourd'hui, d'établir ce rapport de force dans le champ institutionnel. Certains essaient depuis 2017. Voilà. Et certains ont fait le choix de l'institutionnel depuis 2017 avec les conséquences qu'on connaît aujourd'hui. Donc si un rapport de force doit être introduit, il est en dehors, il est dans le pays réel. Bien sûr qu'il faut s'appuyer sur l'institutionnel. Et bien sûr que quand un Premier ministre comme M. Bayrou tombe, si derrière on arrive à faire la preuve avec les mobilisations populaires de ce rapport de force, eh bien ça va précipiter ce qui hier n'était pas possible. La démission de Macron, quand certains dont j'étais ont commencé à la mettre dans la discussion politique et dans les médias il y a un peu plus d'1 an, au début on se faisait rire au nez et c'était balayé d'un revers de main. Sauf que la surface, la frange de tous ceux qui pensent cela possible et même aujourd'hui nécessaire, grandit. Voilà. Après, on peut discuter de plein de modalités. Moi, je suis par exemple pas pour que Macron démissionne demain avec une élection dans les 25 ou 30 jours, pour la raison que je te donnais tout à l'heure. C'est-à-dire que la carte politique étant figée aujourd'hui et que personne ayant pris la peine d'essayer de redéfinir une offre politique, bon, on arriverait au même moment. Mais ça ne veut pas dire que la démission n'est pas un bon mot d'ordre, parce qu'on peut donner un cadre à cette démission qui permettrait d'aller plus vite vers une prochaine élection, qui serait le seul moment de reprise en main du contrôle démocratique par les Français. En tout cas, clairement, il semble que les Français, le destin de Cornu, s'en fichent, mais alors, royalement. Là, ça passe totalement par-dessus, ça n'intéresse que... C'était un non-événement. C'était un non-événement. Voilà, Macron l'a nommé immédiatement le 9 parce qu'il y avait la journée Bloquons tout le lendemain et qu'il savait qu'il ne pouvait pas y avoir de vacances du pouvoir au cas où il y aurait une dynamique qu'il n'y a pas eu lors de cette journée. Mais ça montre, il y avait le match de foot le soir même, il y avait un match de foot de l'équipe de France. Franchement, moi je regardais un peu sur les réseaux sociaux, partout à gauche, à droite, et tout le monde était devant le foot ou discutait d'autre chose plutôt que de parler de Le Cornu. On parlait du foot. Du Qatar à l'époque. Défilé militaire en Chine. Ouais. Et ça parlait de Kirk. Et de l'attaque, c'était pas encore intervenu, c'était le soir de l'attaque israélienne sur le Qatar. Et après dans les jours qui viennent, oui. Gaza. Oui, c'est vrai. Enfin bon, voilà. Ouais. Mais même dès le soir même, Le Cornu était devenu un non-sujet en fait. Oui,
Voilà. On n'est pas arrivé, hein? C'est pas encore la fin de la... C'est pas encore la lumière au bout du tunnel. Non, non, Il y a non, quelques non. coudes. Ouais, c'est ça. Mais bon, t'as vu, on a notre lampe là, on va avancer sagement et avec résolution. Très bien. Ben, merci François pour toutes ces analyses et d'avoir parlé d'un sujet qui est un peu passé à la trappe médiatique, mais qui quand même a des conséquences assez lourdes pour l'ensemble de l'Europe et la France. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner sur nos différents comptes, que ce soit bien sûr YouTube si ce n'est pas encore le cas, Telegram, TikTok, Instagram, et je vous invite à aller voir notre nouveau portail média, où vous trouverez des articles, cette fois, de Fréquences Populaires, avec de nombreux contributeurs, beaucoup de moi et de Pedro pour le moment, mais nous sommes en train d'agréger de nouveaux contributeurs. Vous verrez, ce sont des angles d'analyse évidemment différents de ceux qu'on peut lire ailleurs, sur les sujets d'actualité. C'est sur le site www.fréquencepopulaire.media, en fait www.fpop.media, fpop.media. C'est gratuit, nous avons fait le choix qu'il n'y ait pas de publicité, donc vous ne serez pas agressé sur ce site. La seule chose qu'on vous demande, c'est de vous inscrire, donc c'est de vous inscrire en donnant un email. Et pour ceux qui auraient la possibilité de nous aider, eh bien c'est sur la base du volontariat. Vous pouvez souscrire pour 2 € par mois, ou 10 € par mois, ou 25, ou 50, ou 100 si vous avez vraiment les moyens. Mais pour le prix d'un café par mois, eh bien nous, ça nous permet de continuer ce qu'on fait, de réinformer, de mettre en place toutes ces émissions et ce portail. Merci à tous et à dans 2 semaines, François, pour analyser ce qui se passe en Europe, dans le monde et les conséquences que ça a pour notre pays, la France. À très bientôt. À bientôt, salut.